Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais quel plaisir de vous retrouver en ce lundi avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien Cécile, passez de bonnes vacances. Mais vous étiez où? On vous a cherché partout depuis une semaine. Et vous étiez où d'ailleurs? De quoi je me mêle? Moi je vous dirais où j'étais. J'étais en Belgique et en Alsace. Alors j'étais chez des amis. Non, c'est pas. Non, faut dire. Moi j'étais en Belgique. Mais alors justement, parce qu'avec un couple d'amis belges, on s'est raconté pendant une soirée des histoires françaises et belges que les Belges racontent sur nous. Est-ce que vous en voulez une très courte? Allez-y. C'est un Français qui passe la frontière au volant et boum, il grille un feu rouge. Oui. La police belge l'arrête, lui dit bonjour monsieur, vous avez grillé le feu tricolore. Le Français cherche une mauvaise excuse et dit excusez-moi, je suis désolé, je suis daltonien. Et là le policier belge lui répond et vous croyez qu'à mon collègue et à moi, vous allez nous faire croire qu'il n'y a pas de feu tricolore en Daltonie? Okay. J'ai trouvé qu'elle était excellente, celle-là. Très bonne. Donc je salue Joël et Didier parce qu'elle nous a beaucoup fait rire, celle-là. Voilà, on embrasse Joël et Didier et vous tous qui nous écoutez tous les jours avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et on en profite bien sûr pour remercier Frédéric Brindel et Judith Belair qu'on embrasse, d'avoir assuré l'intermittence, si je puis dire. Voilà, en tout cas on les embrasse bien fort. Allez, au sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. La gauche coloniale, c'est le terme employé par Rima Hassan, la candidate France Insoumise aux Européennes, à propos de la socialiste Carole Delga sur fond de conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps, les opposants à Valérie Ayé partagent abondamment sa photo prise ce week-end avec des militants d'extrême droite dont elle ignorait l'engagement. La même Valérie Ayé, je vous le rappelle, qui avait ressorti des photos de Jordan Bardella avec des alliés d'extrême droite européens lors de débats télévisés. Alors parlons vrai, est-ce que ces élections européennes sont finalement qu'une guerre d'ego? Est-ce que vous trouvez le débat à la hauteur? Est-ce que l'Europe passe finalement au second plan puisqu'on en parle peu voire pas? Européenne, est-ce une campagne de boules puantes? Et pour le moment sur Twitter, vous dites oui très largement à 77%. Vous voulez réagir? Aude, qui est de retour également, attend vos appels au 0826 300 300. On en parlera avec Arnaud Benedetti, qui est professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, toujours à 18h30, 180 patrons étrangers, 56 projets, 15 milliards d'euros d'investissement sur la table. C'est le menu au sommet de Choose France qui s'ouvre aujourd'hui à Versailles. En tête de gondole de cette édition, les 4 milliards d'euros investis par Microsoft pour ouvrir un centre de données dans l'Est de la France. Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que ces annonces sont de nature à faire baisser le chômage en France? Est-ce que les services sont trop importants par rapport au montant des investissements? Est-ce que plutôt que de compter sur les multinationales des pays étrangers, on ferait pas mieux d'aider plus nos TPE-PME pour devenir des ETI? Et à cette question, la France est-elle sur la voie de la réindustrialisation? Là, vous dites carrément non avec soit 92%, pardon. Et Sylvain Bersinger sera avec nous, chef économiste des Asteres, cabinet de conseil dans le domaine économique. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et quel bonheur de retrouver notre Philippe Bilger, national président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir et quel bonheur de vous retrouver. Voilà, on est très heureux en tout cas de vous accueillir encore quotidiennement. Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant. Bonjour. Il prenait des notes. Vous prenez des notes déjà? Voilà. Ouais, sur quoi? Sur ce que j'allais dire. Voilà. C'est mieux, hein? Non, je crois que c'était sur ses vacances en Daltonie. Vous écrivez à l'avance ce que vous allez dire. Ouais. En fait, vous êtes un comédien. Voilà. Vous y allez. Ok, On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Et vous n'écrivez rien du tout? Ça dépend un petit peu quand même aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, vous avez je écrit suis quoi là par exemple? Vas-y. Ah mais ça c'est secret. Ah c'est d'accord. Je ok. pense qu'on le saura peut-être Ouais. tout à l'heure. Il y a des chances. C'est la confidentialité des avocats. Vivement Exactement. qu'il parle. Secret professionnel. Et au 0826 300 300. Sylvain est avec nous. Il nous appelle de Mégève. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à toutes les personnalités du plateau. Vous êtes comment? Vous êtes en moon boots comme Mégève? Non? Je suis en Bermuda et polo sous une chaise longue mais sur non. une terrasse à Megève. Oh là, c'est pas humain, ça, c'est pas possible. C'est dingue. On est ravis de vous accueillir, même en short. On parle de quoi dans un instant? On parle de mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est le ras-le-bol sur l'omniprésence du conflit israélo-palestinien dans les médias, en France, dans la rue, de partout. Il y en a ras-le-bol. Eh ben, on en parle dans un instant. Vous bougez pas, on écoute le répondeur en attendant. C'est le 0826 300 300. Oui, bonjour. C'est Jacques, près de Villefranche-d'Auvergne. Je voudrais poser une question.
déjà que tous les délinquants qu'on a en France pour l'instant, on n'a pas de place pour les mettre. Où on va mettre les parce que sur le nombre, il y aura toujours des délinquants qu'il faudra enfermer. Où c'est qu'on va les mettre? Voilà, je vous remercie. Non, Philippe Bilger. La sécurité des jeux, parce que ça va attirer certainement pas mal de monde avec des que va-t-on faire de visées tout ce pas beau très monde avouables. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va les mettre tout de même, s'ils ont commis des actes graves, en prison, parce qu'on ne fera pas, comme le syndicat de la magistrature le suggérait, on ne peut pas se permettre de mettre en prison uniquement quand quelqu'un d'autre en sort. Il faudra accepter une surpopulation pénale, et tout ça, c'est de la responsabilité du garde des Sceaux. L'avis de l'avocat. Ouais. Tolérance zéro. Oh, c'est toujours difficile à mettre en place en réalité. On le voit de toute façon avec la surpopulation, qui est effectivement un problème. Donc ça va être comme d'habitude. On va faire des annonces, et puis il y aura la réalité du terrain qui sera probablement aux antipodes. Ah oui. Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après l'intervention de deux talents comme ceux-là? Non, mais moi j'ai l'impression que la justice gère... Vous avez écrit quoi sur votre papier? Mais pas ça, justement, pas du tout ça. Donc, mes vacances avec oui. Non, je trouve que la justice, depuis des décennies, gère comme elle peut le quotidien. Et donc, du coup, JO ou pas JO, je pense pas qu'il y ait d'effet plus prononcé que ça. Il faudra serrer un peu la vis quand même, hein, je vous le dis quand même. Sylvain de Mégève, vous êtes toujours sur votre transat, Sylvain? Tout à fait. On vous écoute attentivement. On l'entend. Et cette omniprésence du conflit, finalement, qu'on a importé en France, vous dérange à force? Elle me dérange parce que... alors, je vais être un peu dur, mais elle me dérange parce que, finalement, elle montre... le manque d'assimilation de deux communautés qui sont assez importantes en France, l'islam et le judaïsme, et c'est problématique parce que on en oublie qu'on est nous un peuple chrétien, et ça c'est gênant pour une majorité des Français. Enfin, la France, c'est pas qu'un peuple chrétien. Il y a de tout en France. Il y a des chrétiens, alors catholiques, protestants. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Il y a de tout en France. La France, c'est pas un peuple chrétien. C'est un pays de culture judéo-chrétienne. C'est un peu plus important. Oui, c'est un peu plus important, c'est vrai. Avec des bouddhistes, on n'en voit pas beaucoup. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que effectivement aujourd'hui, on parle davantage du Ramadan ou des fêtes juives que de l'Ascension, qui était il y a pas longtemps, de Pâques et de Pentecôte. Et ça, c'est un problème. Philippe Bilger. Je trouve que notre auditeur, dont j'ai oublié le prénom, Sylvain a totalement raison. Mais je ne voudrais pas engager un débat sur les racines chrétiennes de la France. C'est Jacques Chirac qui a commis l'erreur, on le sait. Mais je comprends qu'on continue à parler du conflit Israël-Palestine, Hamas, même si en effet, Sylvain a raison, on ne parle que de ça tout le temps, chaque jour. C'est vrai. Et dans tous les domaines. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'Église chrétienne, catholique, ne sait plus faire vivre le contenu même de son histoire, de ses principes, de comment ça se partage. Contrairement, par exemple, aux Juifs ou aux musulmans, qui sont plus dans la capacité à partager leur actualité jour après jour, semaine après semaine. Et donc, du coup, au niveau des commémorations, des souvenirs, des éléments de partage, c'est plus vivant chez les musulmans et chez les juifs que chez les catholiques, par exemple. Moins de croyants, peut-être aussi. Oui. Un peu dans la ligne de ce qui vient d'être dit, avec peut-être une idée, hein, c'est pas nécessairement mon idée, mais on a dans un cas une majorité, dans l'autre des minorités, j'aime pas le terme, mais c'est statistiquement exact. Est-ce que la question est pas résolue d'une certaine manière comme ça? C'est-à-dire que des minorités ou des groupes s'identifient beaucoup plus à leur appartenance religieuse comme caractère marqueur d'identification, d'où un caractère de revendication plus fort qu'une majorité qui vit sur son socle culturel ancien. Merci beaucoup. Sylvain, vous restez avec nous? Bien sûr. Notre religion, ce sont les vraies voix. Ça, c'est ça. C'est un peu notre Dieu. Et le principal sacrement, c'est le qui c'est qui l'a dit. Bah oui, c'est trop profane. C'est peut-être, mais quand on entend certains qui sont de retour. Oui. Suivez mon regard. Il est là. Dans un instant, les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. De quoi parle-t-on, mon cher Philippe? Alors, je dirais qu'entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal, de mon point de vue, il n'y a pas photo. Eh ben, on en parle dans un instant. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300. N'hésitez pas. Aux 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine, mon cher Philippe. Qui commence le 13 et qui finit le 17. Et on est déjà très bien, on est dans les starting blocks. Qui commence le 13 et qui finit le 17. Oui, vendredi sera le 17. Ah d'accord, merci pour cette information hyper intéressante. Et après il y a le week-end. Le 18 et le 19. Et on sera là le lundi de la Pentecôte. Il a des affirmations péremptoires. Ça lui a fait du bien ces vacances. Ah on voit que ça va mieux. C'était ça ou une blague, hein, donc je préfère ça. Allez, dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile. On va parler d'Emmanuel Macron qui visite une usine McCain et défend la constance de sa politique économique pour le salon Choose France à Versailles. De Vladimir Poutine qui limoge son ami Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense. Et puis de cette manifestation avec Judith Godrèche devant le Centre national du cinéma pour réclamer la démission de son président accusé d'agression sexuelle. Manifestation cette veille de festival de Cannes. En 3 mots, ça donne frites, remaniement et cinéma. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, c'est un comparatif Jordan Bardella, Marion Maréchal, Marine Le Pen. En effet, je peux m'intéresser à des personnalités pour lesquelles je ne vote pas. Je suis devant certaines émissions politiques, comme je peux l'être quand je regarde un match de foot où la France n'est pas concernée. On est décontracté, on peut être objectif, on ne vitupère pas l'arbitre. En réalité, on s'en fiche profondément. Et là, j'ai eu la chance d'écouter, Jordan Bardella, Marine Le Pen et hier, Marion Maréchal sur LCI. Et c'est sûr que Marion Maréchal, quoi qu'on pense, j'insiste là-dessus, domine très largement sur le plan technique et sur l'intelligence argumentative. Les deux autres ne sont pas dénués d'intelligence ordinaire, banale, mais j'ai été frappé par la qualité des répliques de Marion Maréchal face à des journalistes qui ne la ménageaient pas tout en étant corrects. C'est vraiment, je me suis dit après, et je termine là-dessus, mais si Emmanuel Macron, lors de ces 2 débats capitaux où il a dominé, on peut le dire, Marine Le Pen, avait eu affaire à Marion Maréchal, ça aurait été une autre affaire. Pierre-Yves Martin. Mais écoutez, moi je suis plutôt surpris parce que, alors déjà j'écoute toujours avec attention, je l'ai placé, ce que dit Philippe, mais je suis plutôt surpris, j'ai pas d'avis, mais je suis plutôt surpris parce que je pensais qu'à la limite un Bardella avait quand même démontré sa capacité technique à argumenter. Peut-être pas dans le fond, mais en tout cas dans la forme, en tout cas à donner l'impression qu'il était en position supérieure dans des débats. Et vous, quelque part, vous dites un petit peu le contraire ou différemment. Absolument. Et du coup, je trouve ça intéressant. Alors, vous êtes d'accord avec le banc d'essai de Alors Philippe moi j'ai un Bilger, Loïc joker, Guérin c'est que je les ai pas entendus, donc je vais avoir beaucoup de mal à me prononcer sur quelque chose que j'ai pas entendu, même si la classe politique en général ne se gêne pas pour le faire. En sens inverse, c'est-à-dire commenter beaucoup de choses dont ils ne sont pas spécialistes. Donc je n'ai pas vraiment d'argument sur... Allez, c'est réglé. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont frites, remaniement et cinéma. Emmanuel Macron vante la constance de sa politique économique. Le chef de l'État visitait une usine McCain pour le salon Choose France. 180 patrons et 15 milliards d'euros sur la table. Remaniement surprise au Kremlin. Vladimir Poutine remplace son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, est pourtant l'un de ses plus proches fidèles. Et puis 100 à 200 personnes, dont Judith Godrèche, manifestent devant le Centre national du cinéma en cette veille de festival de Cannes. Il réclame la démission de son président accusé d'agression sexuelle. Les vraies voix Sud Radio. Une usine de frites à Matougue dans le Grand Est avant de rejoindre 180 patrons du monde entier à Versailles. Le chef de l'État lançait aujourd'hui le salon Choose France. 15 milliards d'euros d'investissement, 56 projets sur la table. Une usine McCain, mais pas que. Microsoft aussi annonce 4 milliards d'euros d'investissement pour notamment créer un centre de données dans le Grand Est. Emmanuel Macron, en tout cas, en a profité pour vanter la constance de sa politique économique. Quand il y a des chocs conjoncturels, il ne faut pas changer de stratégie du jour au lendemain. Parce qu'à ce moment-là, les gens vous regardent et vous disent « eux, on ne peut pas avoir confiance en eux ». Et je crois que depuis 7 ans, on a une politique qui est cohérente, qui produit des résultats d'attractivité, de création d'emplois, de réindustrialisation. Et donc, il faut avoir la force de caractère de ne pas en changer, même quand les circonstances sont difficiles. Et croyez-moi, il faut parfois tenir face à toutes les voix qui s'élèvent.
L'Élysée dit attendre 10 000 créations d'emplois avec les investissements annoncés pour ce Choose France 2024. La compétitivité de la France, on va en reparler évidemment dans le coup de projecteur de 18h40. Et on passe au rolling IFOP fiducial, les élections européennes. Pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, les listes Bardella et Glucksmann sont en hausse. Le RN réatteint son plus haut niveau de cette campagne dans les intentions de vote, 32,5%. Derrière, Renaissance et Valérie Ayé restent à 17%, devant Raphaël Glucksmann du PS en hausse à 14%. Suivent dans l'ordre la liste LFI de Manon Aubry à 8%, la liste LR de François-Xavier Bellamy à 7,5%, puis ex aequo les listes Reconquête de Marion Maréchal et écologiste de Marie Toussaint, toutes deux à 6% des intentions de vote. Un rolling à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. Philippe Bilger. Je suis tout de même frappé, et je n'en fais pas une affaire d'État, par le fait que François-Xavier Bellamy, quoi qu'on pense de lui, on lui reconnaît du talent et de l'envergure, et ça ne bouge pas, quoi qu'il se passe. Même un acte d'éclat à Sciences Po ne fait pas changer les lignes. Il y a quelque chose qui me surprend là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas le bilan européen de LR qui plombe François-Xavier Bellamy? Parce que c'est bien de dire l'Europe, nous on va réguler, etc., quand on a piétiné le vote des Français avec le traité de Lisbonne, par exemple. Ouais, je sais même pas s'il faut aller voir aussi loin. Je pense que peut-être qu'il se flingue lui-même, en fait. Peut-être qu'il porte pas haut un projet politique, une marque, un territoire politique clair pour les Français. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, le LR a beaucoup de mal à exister parce qu'ils sont un peu perdus, pris en tenaille, et ils ont perdu leur identité. Loïc Guérin. Alors par anticipation sur le grand auditeur qu'on aura tout à l'heure, on a un peu l'impression que les LR, c'est l'équipe réserve de Monsieur Macron. Donc l'équipe réserve qui sert à épauler à l'occasion, à ressortir quelques joueurs quand on a besoin de quelques prises. Pour éviter l'émotion de censure. Exactement, et c'est tout ce que ça... Enfin, idéologiquement, ils portent pas grand-chose de différent. Ils se retrouvent même complètement dans le programme soutenu par le président. Oui, mais même en personnalité, est-ce qu'il faudrait pas qu'il se bouscule lui-même un petit peu là pour exister, en fait? Quand vous avez rien à vendre, il est compliqué pour le meilleur des vendeurs de vendre quelque chose, non? Je pense pas que ça soit dans son... Pardon, Philippe. Non, mais je voulais dire à Loïc, ils ont quelque chose à vendre, mais malheureusement, c'est vendu aussi ailleurs. Exactement. Ouais. Allez, le deuxième mot. Remaniement, Vladimir Poutine a remplacé son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Remaniement surprise d'une bonne partie de l'état-major russe, et l'un des plus proches collaborateurs de Vladimir Poutine, ce ministre de la Défense, a remplacé, recasé un autre poste, Sergueï Shoïgu, si fidèle à Vladimir Poutine qu'on les ait même vus s'afficher ensemble en vacances. Pour autant, après 2 ans de guerre en Ukraine et des scandales de corruption dans l'armée, eh bien, la décision n'étonne pas certains Russes. Je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps parce qu'on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait dans l'armée. On avait l'impression que tout allait bien, mais en réalité, personne ne savait rien, explique par exemple Nazedza au micro de l'agence France Presse, quand d'autres, comme Vladislav, s'avouent plus incrédules. Le fait qu'il ait été remplacé, oui, c'est inattendu. Je ne connais pas toutes les raisons de cette décision et j'espère simplement que c'était la bonne, dit-il. Alors, le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, est un économiste de formation. Les observateurs y voient une façon de se préparer à une confrontation de longue haleine en Ukraine. Justement, sur le terrain, pendant ce temps, la Russie multiplie les frappes et les avancées autour de Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine. Beaucoup d'habitants fuient la région. Le gouvernement ukrainien reconnaît même des difficultés face à la supériorité numérique de l'adversaire. Et puis le troisième mot, cinéma, avec une manifestation à Paris en cette veille de Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'on ne parle pas que de cinéma en cette veille de Festival de Cannes, puisque 100 à 200 personnes, dont Judith Godrèche, se sont rassemblées devant le Centre national du cinéma. Ils réclament la démission du président Dominique Boutonnat, qui doit être jugé en juin pour des accusations d'agression sexuelle. Lui qui conteste ces agressions sur son filleul. Festival de Cannes décidément sous tension après déjà l'affaire de la fameuse liste des 10 noms de personnalités du 7e art. Affaire qui place Cannes sous tension, 10 noms de personnalités qui pourraient là aussi être accusées d'agression sexuelle. On peut dire, oui, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, il a un double handicap, il va passer devant un tribunal et c'est un ami d'Emmanuel Macron. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur le grand débat du jour avec à moins d'un mois du scrutin du 9 juin, les sujets européens sont au cœur des discussions et les candidats donc sont scrutés dans leurs moindres faits et gestes, laissant place à beaucoup de
de campagne sur les personnalités. Alors, parlons vrai, est-ce que ces élections européennes ne sont qu'une guerre d'ego? Est-ce que vous trouvez le débat à la hauteur? Est-ce que l'Europe passe vraiment au second plan pour ces élections de 2024, puisqu'on parle plus de Gaza que de Bruxelles par exemple? Et à cette question européenne, est-ce une campagne de boules puantes? Vous dites oui sur Twitter à 78%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Arnaud Benedetti est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur du livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, aux éditions de Michel Lafon. Petite question avant de partir en pub, est-ce que les coups bas font partie du jeu électoral? Ils ont toujours existé dans toutes les campagnes électorales, que ça soit dans les campagnes municipales, dans les campagnes législatives et également dans les campagnes présidentielles. Donc malheureusement, c'est une réalité qui alors aujourd'hui peut-être est en train encore de s'accélérer parce qu'avec l'écosystème que l'on connaît, notamment celui des réseaux sociaux, ça peut encore accélérer ce type de pratique. On en parle dans un instant, 0826 300 300, on vous attend jusqu'à 19h, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h avec Philippe David, toujours ok Philippe David? Toujours en pleine forme. Tant mieux, j'ai envie de dire. Avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Pierre-Yves Martin, consultant, Loïc Guérin, avocat pénaliste. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Valérie Ayé, tout sourire, entouré d'hommes habillés de vêtements au slogan raciste. Quand il y en a un qui a marqué sur son pull West coquin avec deux SS de la SS allemande, en général, on doit être un peu interpellé. Monsieur Bardella, je voudrais parler des gens qui étaient avec vous sur cette photo. Roman Fritz, polonais, il a déclaré que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote et devraient être moins payées que les hommes. Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Et la gauche coloniale, c'est le terme employé par Rima Hassan, la candidate La France Insoumise aux Européennes, à propos de la socialiste Carole Delga sur fond de conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps, les opposants à Valérie Ayé partagent abondamment cette photo prise ce week-end avec des militants d'extrême droite dont elle ignorait l'engagement. La même Valérie Ayé qui avait ressorti, elle, des photos de Jordan Bardella avec ses alliés d'extrême droite européens lors de débats télévisés. Alors parlons vrai, est-ce que dans cette campagne européenne, tous les coups sont permis? Est-ce que vous trouvez le débat à la hauteur? Est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment d'Europe? Et à cette question, est-ce une campagne de boules puantes? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Arnaud Benedetti, est avec nous. Bonsoir, merci. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de ce livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions avec Michel un point d'interrogation, Lafon, faut le préciser. Bien entendu. Victoire. Voilà, j'aurais dû le jouer, c'est bientôt demain le Festival de Cannes, je le referai à la fin. Philippe Bilger, sur ces boules puantes en campagne. D'abord, chers amis, je n'oserais pas être péremptoire devant un grand spécialiste de la politique comme Arnaud Benedetti. Je note tout de même que depuis des années, je ressens une dégradation des débats politiques, déjà en soi. En deuxième élément, dans cette campagne, il est clair que certains auraient voulu parler des élections européennes. Il me semble que François-Xavier Bellamy ou Raphaël Glucksmann, quand ils le peuvent, essayent d'en parler. Mais il est évident que même lors des précédentes élections européennes, on n'a guère parlé d'elles en réalité, et encore moins aujourd'hui, puisque les Français ont une frustration de n'avoir pas pu souvent donner leur avis. Mais plus sérieusement, l'argument central qui fait que des boules puantes outrancières, choquantes, indécentes se développent pratiquement chaque jour, c'est le fait que la campagne européenne a été percutée par quelque chose qui dure depuis longtemps maintenant, c'est le conflit israélo-palestinien. Et naturellement, il apporte dans la campagne théoriquement européenne, une outrance, un paroxysme des antagonismes qui ne relèvent plus de la politique civilisée.
Moi, je suis exactement sur le même niveau de posture que Philippe, c'est-à-dire que je suivrai avec attention les analyses d'Arnaud Benedetti. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas plus de boules puantes aujourd'hui qu'il y en a eu dans le passé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, sur le fond, j'ai pas l'impression que il y a eu des grands débats sur le fond de l'Europe aux précédentes élections européennes. Et j'ai donc du coup cette intuition que ça n'intéresse pas les Français fondamentalement, voilà, et que couplé à une vraie rupture de l'opinion publique par rapport aux politiques, ça fait que au final, il y a plus rien, sauf des réseaux sociaux qui génèrent tout ce qu'on voit. Le gars. Dans la même ligne, évidemment, moi je suis pas un spécialiste de la politique, je raisonne en citoyen éventuellement, mais on a l'impression que c'est l'instrumentalisation pour exister, le buzz à la place du fond, et avec une forme de radicalisation qui me semble être proportionnellement inverse du contenu qui s'affaiblit. On a des partis centristes qui sont grosso modo tous d'accord sans vouloir remettre en cause leur dogme sur l'Europe, et puis les extrêmes qui essaient d'exister en étant de plus en plus radicaux, quitte à faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que ça va aller crescendo les boules puantes, ou est-ce que vous pensez que finalement ça va se calmer? Réagissez au 0826 300 300. Arnaud Benedetti, tout le monde se dit, finalement c'est une grande cour d'école cette politique, c'est-à-dire que ça nous donne des leçons et eux ne sont pas capables en tout cas d'avoir des réactions d'adultes, parce que là c'est de la gaminerie. Vous savez ce que disait déjà François Mauriac il y a de nombreuses années, dans les années 60, il disait la politique c'est une bataille de singes. Alors c'est peut-être un peu excessif, mais en l'occurrence c'est vrai que quand on regarde les récents débats électoraux, pas seulement cette élection européenne, je rejoins Philippe Bilger, c'est que la qualité, j'allais dire, du niveau d'argumentation semble quand même s'infléchir. Moi, j'invite à regarder, par exemple, les débats entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974 ou 1981 et les comparer aux plus récents débats de second tour de l'élection présidentielle, et on verra que la qualité du verbe, la qualité de l'argumentation, la qualité des échanges n'est plus du tout la même. Bon, mais il faut en prendre acte, et on a aussi certainement changé de société et changé de temps. C'est une réalité. Ensuite, il y a un autre aspect qui est très important, à mon sens, c'est que, si vous voulez, par le passé, une campagne politique, il y avait des temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux et Internet, la campagne, elle continue tout le temps. Elle est permanente. Même à 4 heures du matin, H24, avec un truc qui sort. Avec en plus un phénomène où vous êtes avec des candidats qui sont exposés à une hyper-visibilité, une visibilité quasiment de leur vie quotidienne, d'une certaine façon. Prenez le cas de Madame Hayet, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ce que je crois comprendre, en tout cas c'est ce que disent ses équipes de campagne, c'est qu'elle avait un rare moment de liberté dans sa campagne, dont on peut imaginer qu'elle est en effet lourde, comme pour toutes les têtes de liste, et elle est allée faire des courses et elle s'est faite quelque part alpaguer, comme on dit communément, par 4 ou 5 personnes issues manifestement de la mouvance d'extrême droite. Et elle a accepté de prendre une photo avec eux. Donc, si vous voulez, ce phénomène d'hypervisibilité aussi, il permet parfois des coups qui sont des coups qui relèvent de procédés tout à fait déloyaux. Donc, je crois que l'écosystème général, médiatique, numérique, fait qu'aujourd'hui, les campagnes électorales sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus hystériques, beaucoup plus sujettes à ce type de procédé qu'elle ne l'était par le passé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des coups bas par le passé. Vous savez, en 65, des collaborateurs du général de Gaulle sont venus présenter cette fameuse photo où on voit François Mitterrand en train de rentrer dans le bureau du maréchal Pétain pour recevoir la Francisque. Et à cette époque, ce qui était un secret de polichinelle d'ailleurs pour la plupart des gaullistes et pour une grande partie de la classe politique, cette décoration de Francisque. Et comment le général de Gaulle n'a pas voulu utiliser cette photo, et il a eu justement cette fameuse phrase en disant on ne fait pas une campagne électorale avec des boules puantes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le climat est beaucoup plus dégradé qu'il ne l'était par le passé? Vraisemblablement, ça dit quelque chose aussi sur l'état civique du pays, l'état civique du débat. C'est pas propre à la France, c'est propre, je pense, à l'ensemble des systèmes démocratiques. Philippe Bilger. Est-ce qu'à votre avis, Arnaud Benedetti, les quelques candidats, je pourrais citer de nouveau Bellamy ou Glucksmann, qui essayent de demeurer à peu près corrects dans les échanges, est-ce qu'ils partent avec un handicap aujourd'hui?
Alors, je sais pas. Vous savez, je pense que le handicap, par exemple, de Bellamy, il n'est pas tellement lié à Bellamy, qui plutôt est un candidat qui me semble avoir une pensée structurée, qui essaye, en effet, d'élever le débat. Il est plutôt lié à la marque qui est la sienne. C'est-à-dire que le problème de Bellamy, ce n'est pas tant Bellamy que la marque LR. Et je crois qu'on mettrait quelqu'un d'autre à la place de Bellamy. Je veux dire, il aurait les mêmes difficultés. Pour Glucksmann, c'est un peu différent parce que bon, Glucksmann, les rapports de force à gauche sont, je veux dire, sont composés aujourd'hui d'une telle manière que Glucksmann a manifestement un peu plus d'espace que Bellamy, parce qu'il est en train de reprendre des voix manifestement de gauche à Emmanuel Macron. Il reprend des voix de gauche à LFI, donc il a disons une capacité d'expansion qui est un peu plus grande. Est-ce que aujourd'hui, du fait qu'ils essayent d'avoir une voix un peu, j'allais dire, différente sur l'Europe, en mettant l'Europe au centre du débat, est-ce que ça nuit finalement à leur, j'allais dire, à leur capacité à être audible, à leur capacité à être entendue? Peut-être, mais la réalité c'est que, en fin de compte, vous l'avez dit, je ne sais plus lequel l'a dit d'entre vous, les élections européennes, depuis 1979, n'ont jamais été dominées par des enjeux européens. Les électeurs orientent leur vote en fonction de motivations qui sont très souvent des motivations nationales, et c'est la raison pour laquelle tous les pouvoirs en général ont été sanctionnés lors de ces élections européennes. C'est vrai. Sauf Valéry Giscard d'Estaing en 1979 lors de la première élection européenne. Absolument, parce que Chirac avait fait un fiasco, faut-il le rappeler. On part au 0826 300 300. Rebonsoir Sylvain de Mégève. Rebonsoir Sud de Radio. Alors, est-ce que pour vous, cette campagne, elle se fait avec des boules puantes, ou est-ce que c'est de bonne guerre, comme on dit, de manière un peu triviale? C'est une campagne de boules puantes, mais la politique en général, même sans les élections européennes, est de la politique de boules puantes. Du coup, moi, je vois 3 points. Pour parler du dossier Valérie Hayé, c'est pas une politique, c'est une communicante. Donc, elle s'est pris les pieds dans son propre jeu en se faisant effectivement photographier avec des extrémistes. De façon générale, ce sera mon deuxième point, je pense que les politiques sont comme le peuple français, de plus en plus acculturés ou inculturés, je sais pas. Et le troisième point, et je veux pas reparler de la première partie de l'émission, mais le troisième point est évidemment Gaza où même les gens de droite qui comprennent l'Europe, vous parliez tout à l'heure de Bellamy, moi Bellamy m'a énormément déçu, il a été, alors qu'il était en pleine campagne électorale, on le voyait à Sciences Po en débat avec un député de LFI, avec Louis Boyard. Donc ça c'est très décevant, et si même je rappelle que François-Xavier Bellamy est normalien et hyper cultivé, et essayiste, etc. Et si même ce genre de personnalité politique se laisse prendre au piège de la communication, c'est décevant. Et j'ai le même avis pour Bellamy, effectivement, il n'est pas du tout soutenu par les Républicains, les Français en général. L'Europe est trop abstraite. L'Europe pour les Français, c'est Bruxelles, ce grand bâtiment là qui brille avec tous les drapeaux devant. Mais c'est hyper abstrait. Arnaud Benedetti, on parlait de la qualité du débat public, en tout cas politique. Est-ce que ça va s'accélérer à la baisse? Est-ce que l'avenir de la politique est... Il y a un problème de fond, si vous voulez. On n'a pas encore touché le fond. Il y a un problème de fond, c'est la formation des politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand même, pendant des décennies et des décennies, la politique en France a été une école de l'excellence. C'était globalement les meilleurs que l'on retrouvait sur la scène politique. Beaucoup de littéraires, d'ailleurs, parce qu'en France, la dimension littéraire de la politique est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'avocats, entre autres, qui avaient quand même le sens de l'éloquence, le sens de la formule. Et surtout, ces politiques étaient formés dans une forge de culture générale. C'est-à-dire qu'ils avaient une culture historique, ils avaient une culture littéraire, ils avaient une culture philosophique. Il y avait beaucoup de normaliens à l'époque. Et c'est pour ça que d'ailleurs que, d'une certaine manière, François-Xavier Bellamy tranche par rapport à d'autres profils qui sont des profils plus marketés, plus de communication. Et cet effondrement, vraisemblablement, de la culture générale explique aussi le fait que nous soyons aujourd'hui frustrés par rapport à la qualité du débat politique. De Gaulle disait une chose très juste, il disait la meilleure école de commandement, c'est la culture générale. Quand il disait, derrière Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote. Et je crois que c'est vrai qu'en France, cette qualité-là, aujourd'hui, manque au débat politique et explique vraisemblablement le fait que beaucoup de nos concitoyens se tournent vers d'autres choix. Oui, mais personne ne veut y aller aujourd'hui. Alors, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, ça c'est
autre chose, c'est que en plus la vie politique est surexposée, beaucoup plus exposée qu'elle ne l'était. Si vous voulez, l'injonction de transparence fait que, en effet, beaucoup de gens hésitent avant de s'engager politiquement parce qu'ils savent que les coups peuvent être rudes parfois dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. Pierre-Yves Martin et Loïc Guérin. Moi, j'avais justement une question supplémentaire, c'est dans ce contexte de désintérêt, d'absence de fonds, est-ce que vous pensez, Arnaud Benedetti, que les petits candidats, entre guillemets, parce qu'on parle toujours des 5-6 premiers et jamais du bas de classement, est-ce qu'ils ont une possibilité, une opportunité de revenir dans la course, ou est-ce que c'est définitivement Qu'est-ce que vous appelez les petits candidats, les candidats qui sont sous les 5% ou ceux qui sont... Exactement. C'est extrêmement difficile. De toute façon, l'offre politique a toujours été structurée. Je rappelle qu'il y avait moins d'offres politiques dans les années 70. Il y avait beaucoup moins d'offres. Vous aviez dans le champ politique dans les années 70, vous aviez 4 formations qui se partageaient l'espace de représentation politique. C'était le Parti communiste, le Parti socialiste, le RPR et puis l'UDF. Enfin, notamment l'UDF à partir de 76 et de sa création. Aujourd'hui, vous avez un champ politique qui est extrêmement fracturé. Mais cette fracture, elle nous dit quelque chose aussi, quelque part, sur la désillusion des Français vis-à-vis de la politique. Mais vous avez, en effet, 2 grandes marques qui, aujourd'hui, ont une forme de monopole. C'est la marque Macron et la marque Le Pen, qui sont les marques que l'on retrouve au second tour de l'élection présidentielle, avec quand même la marque Mélenchon, qu'il ne faut pas non plus totalement écarter et considérer qu'elle est totalement morte. Donc, oui, ça va être difficile. Ça va être difficile, d'autant plus que, si vous voulez, je pense que la force de ces marques, c'est quoi ? Vous savez, la politique, c'est de la sociologie. Et la sociologie, c'est tellurique, d'une certaine manière. C'est qu'ils ont réussi à capter des classes sociales. Ils ont réussi à capter une sociologie, et c'est ce qui fait leur force aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste rebondir sur une des questions qui a été posée, qui m'interpelle un peu, c'est jusqu'où on peut descendre. Et là-dessus, j'aurais une suggestion. J'ai un élément de réflexion que je vous livre. Vous voulez vous présenter ? Certainement pas, non. Okay. Jamais. Jamais. Et là, pour le coup, c'est un vrai jamais, contrairement à non, mais en l'occurrence, on a, et sans vouloir être désobligeant à l'égard des générations qui suivent, mais on a des générations qui sont malheureusement culturellement un peu moins équipées que les générations qui nous ont précédées, biberonnées au TikTok, aux réseaux sociaux, aux 500 mots de vocabulaire employés, avec un affaissement vers le bas qui, je crois, est objectivement constaté dans différents tests ou différents examens, ou même de manière pragmatique. Qu'est-ce que ça va donner en termes de qualité des politiques quand on a un électorat qui va être par définition encore moins exigeant ou encore plus axé sur le buzz, sur l'effet d'annonce, sur l'image qui choque? Vous savez, moi je pense pas que... Enfin, l'électorat est exigé... Alors, il y a un problème peut-être avec l'électorat, mais enfin, la responsabilité, elle est d'abord de ceux du haut. C'est la responsabilité des élites, c'est la responsabilité des politiques. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans un pays très politique comme la France, finalement, ce qui est le plus, significatif, c'est le retrait des citoyens de la vie politique. Le taux d'abstention dit quelque chose sur la désaffection démocratique qui frappe ce pays. Et là, ça veut dire que les électeurs considèrent que le débat politique n'est plus à la hauteur. Mais pourquoi il n'est plus à la hauteur ? Parce que les politiques n'apparaissent plus être en capacité, si vous voulez, de résoudre les problèmes. Et très souvent, surtout en France où le rôle de l'État est capital, les gens considèrent que de toute façon, les politiques n'ont même plus le pouvoir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils préfèrent les maires, parce que les maires, au moins, c'est très concret, c'est du local, ça permet, on visibilise les réalisations des maires. Oui. C'est action-réaction. Alors que le niveau national s'étant quand même vidé de sa substance du fait d'un certain nombre de décisions qui sont des décisions supranationales, vous avez là aussi une désaffection qui aujourd'hui explique cette espèce de retrait. Et en 30 secondes, l'outrance mélenchoniste. Ça a toujours existé, l'outrance en politique. Est-ce que ça plaît encore ? Est-ce que ça plaira encore ? Moi, je suis de ceux qui disent que Mélenchon, aujourd'hui, malgré ses outrances, a réussi, et c'est volontaire de sa part et c'est stratégique, réussi malgré tout à fidéliser autour de lui un socle dont il s'inscrit dans une durée un peu plus longue, vraisemblablement, à travers ses outrances. On verra si il s'inscrit dans le qui c'est qui l'a dit. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rester avec nous, Arnaud Benedetti ? Qui c'est qui l'a dit ? Le quiz de l'actu. Je suis pas sûr, mais on verra. Allez, on vous garde. Non, vous n'avez pas le choix comme ça, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans les vraies voix. Alors, pour vous dire, on a gardé bien sûr Philippe Bilger, on a gardé Loïc Guérin, bien entendu. Nous avons gardé aussi notre ami Pierre-Yves Martin, Philippe David, tout le monde est là, et Arnaud Benedetti qui nous accompagnait il y a quelques instants. On va voir s'il est gagnant ou s'il est perdant. Bon, en tout cas, je vais miser sur lui. Sylvain est avec nous de Megève. Ça va, Sylvain ? Tout à fait, tout va très bien. Allez, on démarre ce qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je rappelle que Sylvain doit répondre en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous dites tout de suite, Sylvain, je n'ai pas la réponse. Okay ? Ou Langocha, vous dites ce que vous voulez. Allez, question qui c'est qui l'a dit ? 1 point. Depuis 40 ans, la France désindustrialise, ferme ses usines et renonce à sa culture ouvrière. C'est ce que nous avons inversé depuis 7 ans avec le président. Sylvain. Jordan Bardella. Non. Allez-y. Bruno Le Maire. Bonne réponse de Arnaud Benedetti. Il fallait jamais l'inviter, quoi. Je m'en doutais. C'est un niveau de difficulté supplémentaire. Je savais pas qu'il l'avait dit, C'est mais bon, Poulain, attention. c'était pas Macron. Qui c'est qui l'a dit ? Attention, celui-là vaut 3 points. Il a perdu toutes les batailles, Jordan Bardella. Il va en perdre une encore en disant le véhicule électrique, c'est une mauvaise idée. Il est une imposture. Jordan Bardella est un menteur en série. Sylvain. Valérie Hayé. Non. C'est un ministre. Un ministre. Le maire. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai raisonné de la même manière. Bien sûr, par élimination. Qui réussit un drop, donc 3 points. Ça chauffe à côté, du côté gauche, là. Qui c'est qui a dit 3 points sur la manif néo-nazie de samedi. Ce qui m'inquiète le plus en France en ce moment, c'est la dérive liberticide. Sylvain. J'ai honte, mais je ne sais pas. C'est un chef de parti qui était numéro 2 d'un grand parti. Chef de parti qui était numéro 2. Philippot. Bonne réponse, Florian Philippot. 3 points pour Loïc Guérin. Oui, je m'intéresse beaucoup à ce qui fait en dessous du cidre, en pourcentage. Non, je blague. À vous, Philippe. 2 points. Oui, 2 points. Qui c'est qui l'a dit sur Raphaël Glucksmann ? C'est le retour d'un hollandisme. Sylvain. Qui hollandisme Malika Sorel. Non. Tu pourrais pas nous... Non, c'est une tête de liste aux européennes. Manon Aubry. Manon Aubry, bonne réponse d'Arnaud Benedetti. Il est bon, hein. Il est très bon. Non, mais là, on a du costaud, là. C'est l'interprétation. Question qui c'est qui l'a dit ? 2 points sur le refus de Marine Le Pen de débattre avant les élections européennes. Gabriel Attal doit débattre avec celui que nous envisageons être demain le Premier ministre, Jordan Bardella. Sylvain. C'est un député. C'est un député de la majorité. Non. Là, j'ai passé les 3. Non, L'Assemblée nationale. Oui. Sébastien Chenu. Non. C'est pas Tanguy. Il est élu dans l'Est de la France. Dans l'Est. Giacomelli. Bonne réponse d'Arnaud Benedetti. Il est rapide, Arnaud. Mais il m'a aidé, là. Dans l'Est, ils sont plusieurs. Excusez-moi, ça s'appelle une humiliation. Humiliation. Voilà. Si, señora. Question qui c'est qui l'a dit ? 3 points, les amis. Oui, 3 points. Je prends tout au tragique, rien au sérieux. Ce n'est pas un homme politique, ni une femme politique. J'aime beaucoup. Alors là. C'est un acteur très connu. Vincent Lindon. Bonne réponse de Philippe Bilger. Oh là là. En fait, il faut être juste. On l'a dit, nous aussi, souvent. Allez. À vous. Ah bon, on est de... Qui c'est qui l'a dit à 3 points ? Attention, celui-là vaut cher. Nous n'avons pas l'écologie honteuse. Sylvain. Non, pas l'écologie honteuse. J'ai sa photo, mais j'ai pas le nom qui sort. Je suis désolé. Alors, c'est un député européen qui a changé de couleur il y a quelques temps. C'est pas Jadot, un gars comme ça. Non, il vient de chez Jadot. Et il vient de chez Jadot. Et qui est chez LFI ? Non. Chez Non. Renaissance. Chez Renaissance. Ah oui, Canfin. Bonne réponse d'Arnaud Benedetti. Ça, c'est évident. Enfin. Waouh. Même à Canfin, vous gagnez. Hein. Ouais. On a des nouvelles de Pierre-Yves Martin ou pas ? Non, toujours pas. Mais j'avais prévenu. Question qui c'est qui l'a dit ? 3 points. Rima Hassan ne parle que de Palestine, jamais d'Europe. Sylvain. Ah oui. Je l'ai vu en plus. Bonne réponse de Sylvain qui marque 3 points. Malika Sorel, seconde de liste. RN. C'était ce matin. Sur Sud Radio. C'était chez vous d'ailleurs. Oui. On a le temps pour une petite dernière ou pas ? De l'Est, allez-y. Allez, à 3 points. Qui c'est qui l'a dit ? Que Raphaël Glucksmann ne s'inquiète pas, je suis bien là. Sylvain. Valérie Hayé. Bonne réponse de Sylvain.
6 points. Eh bien écoutez, le vainqueur est Arnaud Benedetti avec 8 points. Merci. Deuxième, Sylvain et Philippe Bilger avec 6 et Loïc Guérin avec 3 et Pierre-Yves Martin, avis de recherche. Eh ben, vous gagnez le droit de revenir avec ce livre magnifique. Avec plaisir. Le livre, avec le livre. Oui. Allez-y. Avec le point d'interrogation. Oui, le livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire avec un point d'interrogation. Voilà. Il vient de sortir. Et bien, vous reviendrez nous en parler. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci dans à 10 vous. minutes, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Certains juifs se rebiffent. Avec vous, Loïc. Le décès du juge Runbeck. Et avec vous, Pierre-Yves Martin. Lorsque deux événements majeurs perdent leur raison d'être. On en parle dans un instant. Vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 avec Philippe David jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Oh, ça va toujours, très bien. Avec nos Vraies camarades. voix, absolument. Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, Loïc Guérin qui sont dans une forme olympique. Oh, vous jetez ça comme si, alors que c'est quand même de la qualité autour de Mais ce... de voilà. la très haute Ah qualité. oui, la très haute Ça, qualité. c'est des grands crus. Dans un instant, avec Félix Mathieu, vous avez la parole. Nous fêtons un anniversaire, Félix Mathieu. Les 100 ans de l'Escure du stade Chabandelmas à Bordeaux. On est avec une légende des Girondins dans un instant pour en parler. Ah, un teasing. S'il y a bien un domaine où plus ça va, moins ça va, c'est bien l'Eurovision qui s'est disputé à Malmö samedi soir. Il est bien loin le temps où de grands artistes qui allaient devenir des stars planétaires comme Abba ou Céline Dion gagnaient. Il est tout aussi loin le temps où des artistes moins connus qui n'allaient pas faire de grandes carrières gagnaient avec de belles mélodies, orchestrations, chorégraphies et bien évidemment une jolie voix. Depuis maintenant pas mal d'années, l'Eurovision est devenu le summum du mauvais goût et de la vulgarité, à tel point qu'on peut se demander, entre la victoire de la femme à Barthes Conchita Wurst il y a 10 ans et la victoire du chanteur non-binaire Nemo cette année, si les candidats sont jugés sur leur orientation sexuelle ou sur la qualité de leurs chansons et de leur interprétation. Regardez samedi, la chanson de Slimane et celle d'Eden Golan, les représentants de la France et d'Israël, étaient bien meilleures à mon avis que la chanson suisse, mais peut-être Slimane aurait-il dû mettre un tutu et Eden Golan ne pas représenter Israël pour que les jurés professionnels soient plus sympas avec eux. Mais il y a pire que le tutu de Nemo, puisque la candidate irlandaise, qui se considère comme sorcière, oui, a fait 2 vidéos hallucinantes. Dans la première, elle annonçait avoir pleuré en voyant la qualification d'Israël pour la finale, tandis que pour la seconde, elle s'enthousiasmait qu'un non-binaire ait gagné l'Eurovision. Dans les 2 cas, aucun rapport avec la musique et la chanson, mais peu importe, on n'est pas à ça près. Alors j'avoue que contrairement aux autres années, j'ai regardé un peu le concours Eurovision, mais j'ai craqué avec la candidate irlandaise dont la chanson et les jeux de scène faisaient plus penser à un film d'horreur qu'à un concours festif. Pour conclure ce coup de gueule, bravo à Slimane pour sa 4e place et à Eden Golan qui a dû vivre protégé comme un chef d'État et a dû affronter avec courage les lazis et les colibets comme chantait Aznavour qui n'auraient probablement reçu aucun point du jury samedi. Mais soyez certains d'une chose, avec Nemo, on n'a probablement pas encore touché le fond. Philippe Bilger, vous avez regardé? Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, je pensais demain, mais avec infiniment moins de talent, parler à nouveau de ce concours, ma chère Cécile, parce qu'il y a une personne qui a dit à peu près avec la même qualité ce qu'il fallait penser de ce concours, et je voudrais lui rendre hommage, comme nous aurons Françoise Degois demain soir, vous aurez compris qu'il s'agit de Ségolène Royal. Voilà. Personne n'a regardé? Non? Si, moi j'ai regardé 2-3, je suis même pas allé jusqu'à l'irlandaise. Mais non, je suis complètement d'accord. Allez, tout de suite... voilà le tour de table. Pas du tout. Parce qu'on parle dans l'oreillette et du coup j'ai un seul cerveau. Félix Mathieu. Allez, les Girondins et la ville de Bordeaux, je vous le disais, ils vont se réunir demain, réunir des légendes du club pour les 100 ans du stade Chabandelmas. Un siècle d'existence pour l'ancienne antre des Girondins qui s'est longtemps appelé, vous savez, le parc L'Escure. Et pour l'occasion, des grands noms du club vont refranchir demain soir la fameuse arche d'entrée, le long tunnel, puis rechausser les crampons. Ça va être lors d'un match avec le Variété Club de France. Zidane, Lizarazu, Laurent Blanc attendus sur place dans l'édifice de style Art déco, mais aussi celui qui détient le record du nombre de matchs joués dans ce parc L'Escure. Et il nous fait l'honneur d'être en ligne avec nous. Bonsoir Alain Giresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'était important de marquer le coup. Ce stade reste dans le cœur des Girondins, même s'il ne joue plus sur place depuis 2015. Oui, écoutez, quand on voit l'affluence qu'il va y avoir pour ce match, voilà,
ça démontre effectivement que ce stade représente quelque chose. C'est le cœur du sport, en tout cas du sport collectif, foot, rugby notamment, et que bien ils ont envie de revivre à l'intérieur les grands moments qu'ils ont connus à travers les différents titres des Girondins dans le domaine du football. Philippe Bilger. Mon cher Alain, puisque j'ai eu le bonheur de vous poser une multitude de questions dans une émission, est-ce que... J'en ai d'autres. Oui. Est-ce que la période bordelaise de votre existence à la fois sportive et humaine constitue un grand moment pour vous? Évidemment, de la façon dont on a vécu. Bon, d'abord bordelaise parce que moi je suis un Girondin, un pur jus, donc j'ai été élevé dans ce club sportivement. Donc me retrouver dans l'équipe première, me retrouver capitaine et puis évidemment avoir la chance de gagner des titres avec de très grands joueurs. Voilà. Et puis il y avait toute une relation avec ce public ici à Chaban. Il y avait quelque chose qui se passait, qui a du mal évidemment maintenant à se réaliser dans le nouveau stade. Voilà. Et c'est des moments assez rares parce que si vous voulez venir à l'Escure pour nous quand on y jouait, c'était pour nous on était imprenable quoi. Donc on avait un lien. Ce stade nous donnait comme une dynamique, une force qui nous permettait comme ça de sortir de chaque fois pratiquement vainqueur de nos matchs. Alain Giresse, on a un autre moment mémorable. Il avait 14 ans, vous lui avez signé un autographe. Il s'appelle Loïc Guérin, qui est avec nous. Et il l'a gardé. Il est dans un état, mais incroyable, comme la première fois où il a vu Philippe David. Je confirme qu'effectivement, vous m'aviez dédicacé un petit morceau de papier qu'à 14 ans, j'avais réussi à arracher de la feuille d'un copain. On était vice-champion de Franche-Comté. Vous étiez venu, vous nous aviez honoré de votre présence pour un petit cocktail de fin de saison. Et le petit village dans lequel j'avais le plaisir d'évoluer avait réussi à terminer 2e en Franche-Comté. Et je dois reconnaître que j'ai toujours cette dédicace sur un coin d'un tableau. C'est la seule dédicace que j'ai jamais eue de qui que ce soit d'ailleurs. Et c'est la seule que je conserverai de toute façon. C'est vrai que c'est avec une certaine émotion que j'entends aujourd'hui. Vous permettez que j'ai un petit peu de mal à me souvenir exactement. Vous vous souvenez plus de Bordeaux-Juventus au Parc Lescure par exemple, en 85? Mais écoutez, tant mieux. Écoutez, j'ai connu ça aussi quand j'étais gamin. Et moi aussi, j'ai gardé des signatures des idoles du football que j'avais. Donc, quand je me suis retrouvé de l'autre côté, je me disais que voilà, même sur un bout de papier comme le vôtre, ça pouvait procurer du plaisir. Et sachez-le, ça l'a fait. Ouais. Merci. C'est un joli souvenir. Pierre-Yves Martin. Bonjour Alain Giresse. Alors moi, j'ai jamais reçu d'autographe de votre part, mais je vais pas profiter de l'antenne pour me plaindre. Je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous entendre parce que voilà, dans ma mémoire d'enfant, vous représentez quelqu'un. Et puis j'avais une question. Quand on regarde vos années Girondins et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce que c'est au niveau de la relation entre les supporters et l'équipe de foot? Est-ce que c'est au niveau des techniques de jeu? Qu'est-ce qui vous a finalement le plus impressionné en termes de changement sur ces décennies? Alors, si on va parler spécifiquement des Girondins, au-delà du foot et de tout ce qui a pu être les nouveautés dans ce sport et dans tous les sports, notamment les aspects qu'on utilise pour l'informatique. En ce qui concerne les Girondins, écoutez, les Girondins, c'est très simple. Ce club-là était enraciné, c'était le club, la fierté de la ville, la fierté de la région, avec vraiment son identité girondine. Et il est passé entre les mains d'Américains. Et là, je peux vous dire que là, tout ce qu'on a connu et tout ce qu'on a pu connaître avec ce club ont disparu. Voilà, il y a plus aucune identité dans ce club. Ce club, il arrive à s'en sortir en seconde division. On tremble parce qu'on ne sait pas encore si son avenir est complètement assuré. Voilà, si vous voulez, pour l'avoir connu de l'intérieur et maintenant voir un peu comment ça se passe, eh bien, c'est pas du tout le mode de fonctionnement. Le football, on va dire, c'est le football. Il y a des Américains, des Chinois, des Émirats qui achètent des clubs, etc. On ne sait pas trop pourquoi. Ils pensent qu'ils vont gagner des 5 et des 1000 dans le football. Et quand ça se passe pas bien, ça a été le cas à Bordeaux, ils abandonnent et ils mettent le club plus qu'en péril, en danger de disparition. Voilà. Et ça me peine quand je vois un club comme ça et la façon dont il est traité par rapport à ce
ce qu'il a été. Alain Giresse, vous avez joué les plus grands joueurs de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, se prendre les tacles d'un défenseur italien ou allemand des années 80 ou les questions de Philippe Bilger en interview? Ce garçon. Et j'avoue que en tout cas les tacles, comme vous dites, qui peuvent arriver, on peut effectivement les éviter. Par contre, les autres attaques entre guillemets, non pas mais que l'on voit un petit peu dans tous les débats, parce que maintenant on débat de tout et de rien du football, comme si on allait sortir je ne sais quoi qui pouvait faire avancer le football à travers ces débats. Donc on refait à chaque fois les matchs, ce qui est toujours plus facile de le faire après qu'avant, bien sûr. Mais voilà, il faut s'y faire. Et puis cette surmédiatisation, il faut faire attention de pas tomber dans ces travers. Merci mille fois pour ce moment de grâce. Merci beaucoup. Mille fois Alain Giresse d'avoir été avec nous. Et merci pour tout ce que vous avez apporté. Les 100 ans du stade Chaban-Delmas. Vous me l'avez jamais dit ça, moi. Ah mais tout ce que j'ai apporté. On vous le dit tous les jours. Peut-être parce que j'ai pas 100 ans. C'est pour ça. Alors. Merci mille fois Alain Giresse, et en tout cas on vous souhaite un bon anniversaire à tous les Girondins, bien entendu, les fans de football. Dans un instant, merci beaucoup Félix pour ce moment aussi incroyable. Le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Certains juifs se rebiffent. Avec vous Loïc. Le décès de Van Runebeck. Et Pierre-Yves Martin. Lorsque deux événements majeurs perdent leur raison d'être. Allez, on a hâte de vous entendre. 0826 300 300, à tout de suite ensemble jusqu'à 19h. Cherchez les vraies voix, elles sont là. Voilà, oui. Philippe Bilger est là. Ah mon cher Philippe. Ah ben je suis bien là. Vous êtes bien là. Je vous ai attendu avec une impatience considérable. Mal dissimulée. Et vous êtes à la hauteur de cette attente. Quand même. C'est chou. On a bien fait le rémunérer, c'est Philippe Bilger. Et quand je dis toujours la vérité. C'est vrai. Loïc Guérin est avec nous. Vous êtes content d'être là? Même non rémunéré. Ouais, même. Ouais, je pense que je pense qu'il faut qu'on flatte plus pour être rémunéré. C'est très habile, Loïc. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre-Yves Martin? Rien, je suis vraiment formidablement content d'être là et vos lumières respectives m'éclairent pour le reste de ma semaine. Qu'est-ce qui parle bien? Merde, là, ça vaut quand même une rémunération, là. Non, parce que vous avez dit 2 gros mots. Bam, c'est annulé. Ça n'est pas tolérable. Et ben voilà, tout de suite le tour de table de l'actu sans Pierre-Yves. Allez, tout de suite. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger voulait parler de Philippe Lelouch qui s'est rebiffé hier chez nos confrères de Radio J. Philippe Lelouch, Arthur, qui en ont assez d'entendre notamment Jean-Luc Mélenchon être ostentoirement antisémite. Philippe Lelouch a parlé de pourriture antisémite. Arthur a abordé le même thème de la même manière. Philippe Lelouch en a profité pour dire quelque chose que d'ailleurs qui est assez vrai. Parlant d'Émeric Caron, il le traitait de raté de la télévision. Arthur parlait de ces malades, de ces crétins enquéfiés qui proféraient le règne des Juifs, à commencer par Greta Thunberg. Alors on peut trouver qu'il y a dans les réponses, dans les répliques, une forme de violence, mais on ne peut qu'admettre qu'ils en ont assez d'entendre ça. Et après tout, j'aime bien que au lieu de tendre l'autre joue, et ils frappent à leur manière. Loïc Guérin. Entièrement d'accord. C'est le silence qui tue en général, pas la violence de la réaction verbale. Il est peut-être temps de réveiller certaines consciences. L'antisémitisme n'a pas de couleur politique, ou en tout cas pas nécessairement la couleur politique qu'on lui prête. Oui. Ça peut venir de tous bords, et ça peut venir d'une sale habitude de laisser passer. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Il est plus que temps qu'on se réveille, il est même tard. Pierre-Yves Martin. Oui, tout à fait d'accord qu'on se réveille, mais de manière égalitaire en fait, parce que je trouve qu'il y a quand même des cycles où il y a des coups de projecteur pendant quelques semaines sur un camp, et puis après on pondère et on donne un autre coup de projecteur à un autre camp, et sous prétexte de mettre en place des stratégies de communication un peu particulières, c'est dangereux pour la démocratie et on le voit tous les jours. Et vous justement, puisque vous avez la parole, Pierre-Yves?
Votre sujet? Ah bah oui, mon sujet. Diantre. Diantre, mais moi je n'êtes pas prêt d'être payé, vous, je vous le dis. Bon bah alors, ok. Hein. Ou alors c'est vous qui nous devez de l'argent. Ah là. Bon, ça sera avec plaisir de vous offrir des tonnes et des tonnes de pièces d'or. Des bijoux. Moi je voulais parler de deux événements qui me semblent être majeurs dans leur raison d'être. L'Eurovision d'abord, parce que c'est une bonne approche qui a été mise en place après la guerre pour partager une Europe musicale, pour partager et découvrir ce que d'autres nationalités peuvent avoir en sensibilité musicale. Et la musique étant un langage universel, c'est plutôt une bonne chose. Et à l'Eurovision, je vais pas refaire le coup de gueule de mon ami Philippe David, mais à l'Eurovision, effectivement, on a plus assisté à des messages haineux, à des postures un peu fantaisistes, et à une certaine excitation délurée sur les réseaux sociaux. Et quand on reprend un deuxième événement qui lui va commencer demain, celui du Festival de Cannes, voilà, il y a une espèce un petit peu de contexte et d'ambiance inquiétante, avec des principes de rumeurs, de poursuites. Et aussi avec des médias qui reprennent le relais, qui semblent porter le sujet, animer le sujet de la communication, de la diffusion de ces rumeurs. Je veux pas revenir sur le fond, mais ce qui m'inquiète, c'est que ces deux événements, Eurovision et le Festival de Cannes, ils ont à la base un ADN, une mission, une raison d'être. Et là, à cause de dérapages, à cause d'une pollution autour de ces événements, on se retrouve avec deux événements qui perdent leur raison d'être, et je trouve ça dommage parce que la musique est porteuse et le cinéma est porteur d'imaginaire, de sensibilité, d'émotion, et qu'on est en train de tout foutre en l'air à cause de ça. Philippe Bilger. Je suis assez d'accord. Moi, sur l'Eurovision, on a, en effet, vous avez raison. Et puis le Festival de Cannes, je continue à regretter que le profane, qui a la passion du cinéma, a l'impression que le Festival de Cannes, c'est accaparé par des technocrates qui choisissent un film sur tous les critères possibles et imaginables, sauf l'ennui qu'il inspire. Et donc, ça pose un problème. Mais j'exagère un peu, puisque si j'étais modéré, je ne serais plus moi-même. Et en fait, vous revenez sur aussi tous les satellites qui tournent, voilà, toutes les rumeurs autour de ça. Tout à fait. Et je ne suis pas contre le fait d'engager, bien au contraire, des poursuites si c'est fondé, mais il y a un moment pour des poursuites, pour engager des actions, et puis il y a un moment pour fêter, promouvoir le cinéma au Festival de Cannes. Et voilà, ça vient polluer. Ces satellites viennent polluer le sujet, et du coup, autant de rien faire. Et d'insinuations. Et je trouve ça inquiétant, parce que les médias reprennent le relais. Ça sent pas bon, quoi. Alors là, c'est les boules puantes encore. Est-ce que pour vous, le Festival de Cannes cette année, ça va être règlement de compte à hockey choral, Loïc Guérin, vous qui êtes avocat de la défense? Je vais pas défendre grand monde en l'occurrence, mais effectivement, on a un peu l'impression d'une fin de règne de l'Empire romain, c'est-à-dire le goût du sang au milieu des jeux. Et ce n'est plus le jeu lui-même qui intéresse, c'est combien de têtes on arrivera à faire tomber. Espèce de plaisir sadique à salir un peu plus tout ce qui peut être sali. Et c'est vrai que c'était une fête, c'était les paillettes, c'était léger. On attendait à l'époque des acteurs sur le. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, ce sont des débats, de la revendication, même s'il y a des revendications qui sont très louables. Bien sûr. Mais, il faut bien comprendre tout de même, mais on n'aura pas le temps de le développer, ma chère Cécile, c'est le fait que l'univers du cinéma, ça a été très bien dit, sans justifier aucun des débordements, est un univers très particulier sur le plan de la séduction. Je veux dire... Allez, vous restez avec nous dans un instant. On a déjà du mal à résister à la vôtre dans une émission comme Les Vraies Voix. Alors vous imaginez... je comprends mieux le super Catherine. Je suis tellement belle, c'est fou. Vous comprenez comment il gagne le qui c'est qui l'a dit de temps en temps. Allez, dans un instant, un sujet important, puisqu'on va revenir sur une figure emblématique de l'anticorruption, un grand juge d'instruction qui s'est éteint. On en parle avec vous dans un instant, Loïc Guérin, tout de suite. Les amis, on est si contents de vous retrouver avec Philippe Bilger et bien entendu avec Loïc Guérin et Pierre-Yves Martin et Philippe David qui m'accompagne. Ça va, mon Philippe? Bon, ça va toujours très bien. Bon, c'est bien. Est-ce qu'à un moment donné où ça ne va pas? Quand ça va pas, quand vous ne passez pas à table.
C'est vrai que là, cette semaine de vacances, ça a été calorique. C'est compliqué. On va dire ça comme ça. Comment dire que ça se voit. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Allez, le tour de table de l'actu, un peu de sérieux, avec une triste nouvelle, Loïc Guérin. Vous n'avez pas de micro. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, parfait. Donc le 10 mai dernier, le juge Van Ruynbeck, que tout le monde presque connaît en France, au moins entendu parler une fois, nous a quittés à un âge peu avancé, parce qu'il avait 71 ans, il a peu profité de sa retraite, 2019. Il suffit de citer quelques-unes des grandes affaires, Elf, Urbac, Clearstream, Cahuzac, Kerviel, etc., etc. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Eh bien, il était aux commandes, aux manettes, à un moment, à l'instruction, puisque principalement c'était un juge d'instruction, dans les plus grandes affaires sensibles. C'est un homme remarquable. Alors, il était professionnel au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrisait ses dossiers, qui connaissait ses dossiers, très humain avec tout le monde, y compris les personnes mises en cause, toujours courtois, toujours respectueux, y compris des avocats, qu'ils soient de parties civiles ou de personnes mises en cause, ouvert à la discussion, capable de changer d'avis, ce qui là est exceptionnel en la matière. C'est un magistrat remarquable qui a malheureusement quitté l'hémicycle français, si je puis dire, un peu trop tôt, parce que j'attendais beaucoup de lui dans sa seconde partie de carrière, qui aurait été finalement plus libre de parole, plus libre d'intervention. Il n'aura malheureusement pas pu contribuer. Il était très critique du PNF et de ses méthodes également, et là aussi il va nous manquer. J'ai eu le plaisir, moi, de l'avoir dans un ou deux dossiers, pas assez malheureusement. Et le vécu personnel rejoint largement les éloges qu'on a pu entendre de lui ces dernières années. J'aurais plein de choses à dire sur lui, des citations extraordinaires dont on pourra s'enrichir dans les années qui vont venir. Philippe Bilger. C'est un très bel hommage, Loïc, parce que c'était un ami. Il est parti en Bretagne, donc on s'est moins vu. Il est évident que c'était un très grand magistrat, et si on a 2 secondes, il y a 2 qualités essentielles. Vous en avez rappelé certaines. C'est d'abord qu'il tenait absolument à respecter une égalité absolue entre tous les justiciables, honnêtes, modestes ou importants ou puissants, premier point. Et la seconde qualité était encore plus considérable dans un monde judiciaire qui ne connaît pas trop ça. Un magistrat a un pouvoir judiciaire considérable, et beaucoup en abusent. Et lui, lorsqu'il mettait en œuvre ce que lui permettait la procédure pénale, il le faisait d'une manière tranquille, apparemment discrète. Je me souviens de perquisitions qu'il a faites dans les affaires emblématiques dont vous avez parlé, et au lieu de mobiliser le banc et l'arrière-banc, il le faisait de la manière la plus efficace et la plus opératoire possible. Rien que ça, il ne tombait pas dans cette phrase magnifique de Paul Valéry: le pouvoir sans l'abus n'offre aucun charme. Lui, il enlevait l'abus, il avait du pouvoir. Grand magistrat. Pierre-Yves Martin. Moi, je voulais vous remercier tous les deux pour votre témoignage, parce que je trouve que c'est très vivant et que c'est certainement la plus belle façon de rendre hommage à quelqu'un qui vient de partir, que de partager des moments vécus ensemble comme vous l'avez fait. Et effectivement, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître ni de travailler avec lui, mais l'image qu'il renvoyait pour le commun des mortels était effectivement un homme qui se dressait devant le système finalement, et qui essayait d'avancer. Je retiens un point peut-être plus particulier sur cette capacité qu'il avait de changer d'avis, de remettre en cause son approche. C'est effectivement très rare d'entendre cela, donc merci pour ces 2 témoignages. Et je vais d'ailleurs à ses obsèques jeudi matin à Rennes. En tout cas, voilà, on a une pensée pour sa famille et pour ses collègues. Son épouse Bernadette, qui est elle-même magistrat, une femme extraordinaire. Eh ben, on pense bien à eux. Alors, vous restez avec nous. Merci beaucoup pour cet hommage. Et leurs 7 enfants à eux 2. 7 enfants à eux 2. Ah ben, dites donc. Il me reste encore un petit peu de temps, mais il faut que je m'organise. Hein, pour en avoir autant. Allez, dans un instant, ce lundi, donc, s'est tenue à Versailles, la 7e édition du sommet de Choose France sur l'attractivité française. On annonce plus de 15 milliards d'euros d'investissements qui doivent, en tout cas, être annoncés et confirmés, Philippe. Absolument. Et à cette question, est-ce que ces annonces sont de nature à faire baisser le chômage en France? 15 milliards, c'est suffisant ou pas? Est-ce que les services sont importants par rapport dans ces investissements? Trop importants même peut-être. Est-ce que vous pensez que plutôt que
que de compter sur des investisseurs étrangers, on ferait pas mieux d'aider nos TPE-PME pour qu'elles deviennent des ETI et même peut-être des très grandes entreprises demain? Et à cette question, Choose France, la France est-elle sur la voie de la réindustrialisation? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Sylvain Bersinger est avec nous, chef économiste chez Asterès, qui est un cabinet de conseil dans le domaine économique. Bonsoir, merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que, Philippe le disait, beaucoup de services, assez peu d'industrie, est-ce que finalement on n'est pas un peu déçu de ces investissements qui on n'a pas l'impression qu'ils vont être pérennes chez nous? Alors, déçu, je sais pas. Est-ce qu'il faut être déçu que ce soit plutôt des services ou de l'industrie? Je suis pas convaincu, non. Il y a eu, alors c'est vrai, beaucoup d'annonces. Après, il faut voir que voilà, 15 milliards, c'est un gros chiffre, mais rapporter la taille de l'économie française au montant investi par les entreprises françaises en moyenne chaque année en France, qui font à peu près 300 milliards, c'est un montant important, mais c'est pas non plus. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas ça qui suffira à changer fondamentalement la donne macroéconomique de la France. Allez, on en parle dans un instant. Vous bougez pas. 0826 300 300. Vous voulez réagir? Vous êtes les bienvenus. Aude est avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va les vraies voix? On est ravis de vous accueillir. Ça va très bien. Bon, bah, tant mieux. Et pourtant on est lundi. Hein. Et pourtant on est lundi. Bah ça oui, normalement le lundi c'est bas de... Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Hein. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, Loïc Guérin est avec nous, Pierre-Yves Martin aussi, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Allons directement dans le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vers une édition record, le sommet de Choose France ouvre ses portes aujourd'hui au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. Les investissements qui sont faits aujourd'hui sont le fruit de mois, voire d'années de négociations. 180 chefs d'entreprises étrangères y sont attendus et pour cette 7e édition, le montant des investissements est record. Des investissements à plusieurs milliards d'euros, c'est pas un patron qui passe, qui arrive à Versailles, qui dit c'est bien beau ici, j'investis 2 milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. 15 milliards d'euros pour 56 projets. La France est extrêmement attractive. D'abord, ses compétences en ingénierie, en logistique, en intelligence artificielle, ses startups, ses licornes. Au total, ça devrait permettre la création de 10 000 emplois dans l'Hexagone. Et donc ce sommet Choose France à Versailles qui a présenté, vous l'avez entendu, 56 projets, des engagements d'investissement de l'ordre de 15 milliards d'euros avec 180 dirigeants internationaux. Et parmi les faits marquants, Microsoft qui avait annoncé un investissement de 4 milliards d'euros et Amazon 1,2 milliard entre autres. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces annonces sont de nature à créer une nouvelle baisse du chômage en France? Est-ce que les services sont encore trop importants parmi ces investissements plutôt que de compter sur les multinationales étrangères comme Microsoft ou Amazon? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'aider plus nos PME pour qu'elles deviennent des ETI et ensuite des grandes entreprises? Et à cette question, Choose France, la France est-elle sur la voie de la réindustrialisation? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes entrepreneur, le 0826 300 300. Et on va demander à un spécialiste, Sylvain Bersinger, qui est avec nous, chef économiste chez Asterès, qui est un cabinet de conseil dans le domaine économique. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette annonce de dire que finalement c'est un investissement inédit, incroyable. Est-ce qu'on ne fait pas un peu des caisses? Puis-je remercier mes chers animateurs d'avoir d'emblée repris une habitude qui consistait à choisir un sujet où mes ignorances vont être absolument transparentes. Mais absolument pas. Mais plus sérieusement, c'est le cas dans tellement de sujets. Plus c'est l'esprit. Il faut le reconnaître. Non, mais plus sérieusement, il me semble, quand j'entends la présentation qu'a faite Philippe du sujet très intéressant, qu'il a émis un certain nombre d'objections de manière assez négative, qui paraissent validées par le score impressionnant des auditeurs, qui me surprend tout de même. Et moi-même, en ne discutant pas le bien fondé de ces objections, je continue tout de même, sous le contrôle de notre invité, à dire que je vois mal comment on peut trouver
totalement négative cette approche qui est caractérisée par une multitude de projets et d'investissements. Vous avez rappelé, Cécile, les 4 milliards, les 15 milliards en gros, peut-être au détriment d'entreprises qui sont plus petites, mais de toute manière, on ne peut pas se plaindre structurellement de cela. Ça représente un progrès qu'il faudra compléter. Ça tombe bien en pleine élection européenne. Moi, j'ai envie d'être positif, comme Philippe m'y invite. Déjà, je trouve que Emmanuel Macron, faut lui reconnaître ça, a pris dès 2017 le sujet en main de l'attractivité de la France à l'international. Que ça soit une simple opération de communication ou non, en tout cas, il a pris le sujet. Le deuxième élément, c'est que Emmanuel Macron a également mis en perspective une démarche peut-être communicante et uniquement communicante, mais de réindustrialisation au travers de l'identification d'un peu plus de 1185 PME ETI sur le territoire national. Après, moi, ce qui m'ennuie vraiment dans ce sujet-là, c'est qu'on parle de 15 milliards, mais à aucun moment on nous dit qu'est-ce qu'il y a en contrepartie des 15 milliards. C'est ça. Quelle entreprise, que les entreprises étrangères mettent 15 milliards, c'est super, mais l'État français, il met quoi sur la table ? Il met des subventions, il met des baisses d'impôts ou des exemptions d'impôts, etc., etc. Et enfin, le dernier point, c'est que à la fin, on n'a jamais l'histoire, on ne sait jamais ce qui s'est passé en termes de retour d'expérience. Est-ce que finalement, 5 ans après, ce sujet-là, il a été efficacement mené et géré, ou est-ce que ça a été un fiasco ? Oui. Alors pour le coup, moi je vais m'inscrire un peu en faux. On nous annonce déjà des grands chiffres, comme toujours, beaucoup de com'. Là pour le coup, je suis assez d'accord. Voyons réellement ce qui est investi dans les années à venir. Parce que c'est comme toujours, les grandes phrases, les grands investissements, les annonces de grands contrats signés qui en réalité ont été négociés depuis 20 ans et le chef d'État en place vient les signer symboliquement. On s'approprie des choses qui ne sont pas nécessairement le travail qui a été accompli par la mandature en question. Premier point, le terme déjà Choose France, pas tellement adéquate quand on veut promouvoir la France en choisissant déjà un terme anglo-saxon. Alors je sais que ça peut être la Startup Nation. Hein. Ouais, c'est ça déjà. Donc je trouve qu'il y a quelque part culturellement déjà dans le choix du titre un problème. Je sais, je suis peut-être rétrograde là-dessus, mais ça me pique un petit peu. Et puis enfin, je rappelle quand même qu'on fait les malins avec 15 milliards d'investissements, mais que pour produire des masques, on a été incapable de trouver des entreprises qui puissent produire de simples masques en tissu, que notre armée est équipée de fusils d'assaut allemands avec des balles tchèques, et qu'on n'est pas fichu de préserver l'industrie avec le savoir-faire de Saint-Étienne qui était merveilleux. Qu'on n'est pas fichu de protéger nos entreprises qui, elles, sont concurrencées, rachetées ou phagocytées par l'étranger, américains en particulier, mais pas que. Donc je trouve que en tout cas je crains plutôt que ce ne soit qu'un cache-sexe qui masque un peu plus une désindustrialisation qui est patente. On a la moitié des investissements allemands. On doit être à 17% d'industrialisation en France. L'Allemagne est à plus de 30%. Non, on est à 9% dans le pays. On est au niveau de la Grèce aujourd'hui. Bienvenue dans la diplomatie française avec Loïc Garin. Parlons vrai. Sylvain Bersinger, on a vu dans l'histoire de la France des entreprises qui sont arrivées, subventionnées par l'État. Le jour où on leur a enlevé les subventions, ils sont partis. Donc forcément, on est un peu échafaudé, échaudé. Ce qui peut être compréhensible. Non, c'est vrai qu'il y a évidemment, je pense, un petit côté effet d'annonce sur le sommet à Versailles où on annonce des grands investissements, etc. Après, je pense malgré tout qu'il y a aussi du fond. Je pense qu'il n'y a pas que de la com. Sur les éditions passées, les analyses qui ont pu être faites, c'est que globalement, les investissements annoncés ont bien eu lieu. Donc le côté, il y a juste un effet d'annonce, mais en fait, il n'y a rien derrière. Il semblerait que ce soit pas le cas quand une entreprise commence à construire une usine ou met des milliards sur un data center énorme, etc. Elle ne le ferme pas du jour au lendemain. Donc je pense que sur cet aspect-là, j'ai pas trop de crainte. Après, c'est vrai que on annonce 15 milliards, c'est un chiffre très élevé, mais à l'échelle de l'économie française, qui est une économie, le PIB français, c'est à peu près 2500 milliards d'euros. L'investissement des entreprises annuellement en France, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros. Donc là, ces 15 milliards, c'est pas sur une année, parce que ces investissements, pour certains, vont être sur plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a réellement des investissements. Vous avez parlé de Microsoft, il y en a d'autres dans la pharmacie, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut pas non plus voir toujours le verre à moitié vide. Mais on n'est pas sur des montants d'investissement qui sont de nature à vraiment changer la dynamique de la croissance, à avoir un impact structurel sur le chômage, etc. Donc,
soyons optimistes, mais restons lucides sur je pense, l'impact macroéconomique global de ces annonces. Mais la question que soulevait à très juste titre Loïc Guérin, je vais prendre un exemple, il y a 40 ans, c'était le plan acier en Lorraine, où on fermait les usines sidérurgiques. On avait fait venir, je m'en souviens à l'époque, JVC, Daewoo, Panasonic pour faire des micro-ondes, des chaînes IFI, etc. On leur avait littéralement payé l'usine, exempté d'impôts, exempté de charges salariales sur les salariés. Et le jour où les aides se sont arrêtées, ils ont tous fermé la boutique pour aller dans des pays à bas salaire. Est-ce qu'on risque pas de revivre la même chose 40 ans plus tard? Alors ça peut être un risque. Après, sur les aides, c'est vrai que quand il y a des investissements, généralement, il y a des aides publiques plus ou moins importantes. J'ai pas l'impression que la France soit forcément le pays le plus agressif là-dessus. Si vous regardez le plan Biden aux États-Unis, les aides publiques sont des montants absolument gigantesques, ce qui explique d'ailleurs pour partie l'envolée des montants investis dans l'industrie aux États-Unis. Donc oui, il y a clairement un risque. Quand il y a un investissement, on peut pas dire, dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce qu'il y aura encore cette entreprise, est-ce qu'il y aura un écosystème qui se sera développé autour ou pas? Il peut que certains investissements, en fait, soient un peu des flops et que dans quelques années, on se rend compte qu'en fait, l'usine n'a pas eu sa rentabilité prévue, elle a fermé plus tôt que prévu, etc. Mais je pense pas que ce soit le cas de la majorité des investissements prévus. Allez, Philippe Bilger. Sylvain Bertinger, lorsqu'on entend l'interrogation, la formulation de l'interrogation de Sud Radio, on a l'impression qu'il y a une alternative. Au fond, ou des grands projets et d'énormes investissements que on vient de rappeler, ou bien des aides plus pragmatiques, plus empiriques à des petites ou moyennes entreprises. Est-on vraiment obligé de choisir dans une politique économique cohérente, ou est-ce qu'on peut faire les deux véritablement? Je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire que attirer par exemple Microsoft qui va faire un énorme data center pour plusieurs milliards d'euros, attirer des fabricants de batteries qui font des gigafactories, des industries qui font des médicaments dans la pharmacie par exemple, n'empêche pas d'essayer d'aider ou de stimuler aussi les PME locales. Et les deux peuvent même aller de pair, puisque quand vous avez un grand groupe qui arrive, alors on annonce dans le sommet de Choose France les emplois directs, mais il y a aussi de l'activité pour d'autres entreprises, des emplois indirects, des emplois induits. Donc l'arrivée de ces grands groupes, à mon avis, peut être une concurrence des entreprises françaises, mais peut aussi être l'occasion de dynamiser un territoire ou une filière. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les deux. Et à mon avis, l'attraction de grands groupes étrangers peut être tout à fait cohérent avec une politique d'accompagnement des PME nationales. Est-ce que, Sylvain Bersinger, qu'est-ce qu'on entend dans ces 15 milliards? Est-ce que ce sont dedans les emplois est-ce que tout ça c'est valorisé à l'intérieur ou c'est hors emploi? Alors, de ce que j'en ai compris, c'est les dépenses d'investissement. Donc, typiquement, vous construisez une usine, ça va vous coûter 1 milliard pour faire les bâtiments, acheter les machines, etc. C'est ça qui est comptabilisé. Quand vous dites les emplois, je pense que vous voulez parler des coûts salariaux. Je ne crois pas que ce soit comptabilisé dedans. Là, on parle vraiment de l'investissement en tant que tel. Ce qui est intéressant, si on rajoute finalement l'emploi. Oui. Ce qui est intéressant, mais le je crois, ou le visiblement qu'on peut entendre, c'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière ce programme, en termes d'éléments de calcul, de construction du programme Choose France. Ouais, justement, c'est la question que j'avais. Si je comprends bien, c'est 15 milliards sur plusieurs années. Vous confirmez que c'est bien sur plusieurs années? Quand vous construisez par exemple une grande usine ou un data center, là il est annoncé en mai 2024. Il est fort probable, moi je ne suis pas ingénieur dans ces secteurs-là, mais il est fort probable qu'il va pas être construit, que tout le projet ne sera pas fini à la fin de l'année. Donc très probablement que ça va durer sur 2025. C'est 15 milliards de montants qui sont engagés actuellement. Mais alors, j'ai une question ces dépenses d'investissement vont s'étaler. Très bien. J'ai une question un petit peu orientée et gênante peut-être. Si on compare avec des pays comme l'Allemagne, est-ce qu'on a un élément de comparaison pour une période de temps à peu près identique sur les investissements étrangers faits en Allemagne? Alors, il y a plusieurs études. Il y a alors une étude qui circule beaucoup et qui est intéressante, c'est le baromètre fait par Ernst & Young, le cabinet américain qui chaque année essaie d'estimer les projets d'implantation d'entreprises étrangères dans chaque pays. Et la France va sortir première en Europe cette année encore, ça fait plusieurs années. Donc ça, c'est plutôt un chiffre positif pour l'économie française. Après, oui, il y a aussi des gros projets d'investissement en Allemagne. Il y a eu Intel qui a lancé une grande usine de semi-conducteurs. Il y a eu quelques années Tesla qui a préféré Berlin à la France. Donc oui, il y a des grands projets en France, il y a des chiffres positifs.
Mais bien sûr que les autres pays ont aussi de l'attractivité, il ne faut pas se mentir. Mais Sylvain Bersinger, tiens, vous parliez de Tesla qui est allé s'installer à Berlin plutôt qu'en France, comme la France a été en compétition. Comment expliquer, alors Tesla, elle venait de Chine, même si c'est une marque américaine, celle qui était vendue en France. Comment expliquer que Tesla, par exemple, aille en Allemagne, pays à haut salaire et à coûts de salariaux élevés, et que ces BYD ou MG, eux, vont en Hongrie, pays à faible coûts salariaux. Qu'est-ce qui manque à la France pour qu'ils viennent en France ? Alors, il y a aussi des entreprises qui viennent en France. Mais dans l'automobile, pas dans l'automobile. C'est l'intérêt des entreprises. Après, sur le cas précis de Tesla, je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis pas expert du modèle d'affaires spécifique de Tesla. Mais l'Allemagne, alors oui, c'est vrai que c'est un pays à haut coût salarial, mais qui a aussi un très grand savoir-faire dans l'automobile et l'industrie. Et quand une entreprise décide de s'implanter ici plutôt que là, elle regarde les coûts salariaux, mais elle regarde aussi tout ce qu'on appelle compétitivité hors coût, le savoir-faire, les infrastructures, les aides. L'Allemagne aide aussi à faire des subventions aux entreprises qui investissent chez elle. Donc, c'est-à-dire que quand une entreprise, mettons américaine ou japonaise, cherche un site d'implantation en Europe, à peu près tous les grands pays européens sont en concurrence pour essayer de l'attirer. Et évidemment, la France parvient pas toujours à remporter à attirer de sites chez elle. Mais bon, c'est un peu normal aussi que dans un monde concurrentiel, on ne gagne pas à tous les coups. Philippe Bilger, à votre avis, pardon. Non, mais je vous en prie. À votre avis, Sylvain Bersinger, comme le président de la République, et il le fait assez volontiers, s'est vanté de la cohérence de sa politique depuis 7 ans. Est-ce qu'à votre avis, il y a une ligne directrice qui, en effet, mérite d'être saluée, ou est-ce que vous ne sentez pas cette cohérence ? Alors, sur le côté, la volonté d'attirer des entreprises et de se montrer, entre guillemets, pro-business, je crois que le président Macron, depuis 2017, là-dessus, il a été cohérent. Il a toujours affiché cette volonté d'être proche du monde de l'entreprise. Ça a d'ailleurs beaucoup été reproché, d'aller vers plus de flexibilité sur le marché du travail, de baisser les impôts de production. Bon, qui sont des mesures qui peuvent être utiles, qu'on peut critiquer sur d'autres aspects. Donc, je pense que sa ligne un peu volontaire vis-à-vis des entreprises étrangères, il y a une cohérence dessus. Après, il y a des résultats intéressants. On voit Choose France, on voit cette étude Ernst & Young qui montre que la France est championne d'Europe pour attirer les investissements. Après, la production industrielle continue de se traîner. Le chômage a baissé, mais il baisse aussi dans d'autres pays. Donc oui, il y a eu des résultats de cette politique qui a une certaine cohérence. Après, ce n'est pas non plus une politique qui a permis, quand on se compare à d'autres pays, qui a permis des résultats absolument extraordinaires. Sur la situation géographique, puisqu'on parle beaucoup des territoires, là on parle de Dunkerque, on parle du Grand Est aussi, est-ce que c'est une manière aussi de redynamiser des territoires qui ont perdu leur industrie ? Alors c'est possible, ce qu'il y a, c'est que l'industrie, souvent, en tout cas plus que les services, se localise plutôt dans les territoires en province, puisque une grande usine, évidemment, vous ne la mettez pas à Paris, vous la mettre en Île-de-France, mais en grande couronne. Les territoires désindustrialisés, vous parlez de Dunkerque, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils ont du foncier disponible. Que quand vous construisez une grande usine, un des défis, c'est d'avoir un terrain constructible pour y implanter des activités industrielles. Et à Dunkerque, par exemple, il y avait toute la zone portuaire qui avait été en partie désindustrialisée, qui a pu être réindustrialisée. Donc oui, un des avantages de l'industrie, c'est que plus que les services, elle est diffusée dans l'ensemble du territoire français. Et donc c'est une des raisons pour laquelle la réindustrialisation est, je pense, un objectif qu'il faut essayer de pousser. C'est que la répartition économique de l'industrie est plus diffuse sur le territoire que par exemple la finance qui se concentre dans quelques quartiers parisiens. Merci beaucoup Sylvain Bersinger d'avoir été avec nous, chef économiste chez Asterès, le cabinet de conseil dans le domaine économique. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Qui est le meilleur investissement de Sud Radio, on peut le dire ou pas. Mais moi j'ai tout misé sur lui, j'ai mis toute ma fortune. Vous l'êtes pas mal, Vous avez mis comme appareil, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci Loïc Guérin d'avoir été avec nous pour cette rentrée des classes de Philippe David et moi-même. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin. Merci à vous. De bronzage. Vous savez que vous avez un bronzage aux couleurs de Sud Radio. Vous le savez ça ? Oui, c'est fait exprès. C'est pour essayer de convaincre et pour toucher une rémunération. Il y a une espèce de camailleux de rouge magnifique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans un instant. Les vraies voix citoyennes. On en parle avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On va vous parler de sujets très importants. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio.